Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 11 septembre 2025, c'est notre bulletin numéro 155 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. La conférence pour nos abonnés aura lieu en fin de semaine, je préciserai, j'enverrai l'invitation. Voilà, vous pourrez y poser toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à notre partenaire, donc Géopolitique Profonde. Dans le numéro du mois de septembre, il y a mon article, bien sûr, sur l'empire du mensonge, sur le fameux MH17. Donc ne manquez pas cet abonnement. Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, cette déclaration assassine de Viktor Orban qui constate ce que nous-mêmes nous constatons, sauf que lui, il est Premier ministre de la Hongrie, donc ça a quand même plus de poids. Eh bien, il a dit que les États-Unis avaient perdu la guerre économique contre la Chine, que la Russie avait gagné la guerre en Ukraine et que l'Europe était déclassée. Voilà, c'est ce constat qu'il faut faire. Et pour essayer d'imaginer la manière dont on pourrait reconstruire la puissance européenne et qui soit fondée sur des nations, comme la nation française par exemple, et non pas sur une superstructure étatique totalement inefficace. Ce qui m'a plu encore cette semaine, c'est cet article dans le Télégraphe, qui est un journal anglais, donc on ne peut pas le soupçonner d'être un agent du Kremlin, dans lequel il explique également ce que nous expliquons, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de l'aide des pays européens à l'Ukraine, de l'Union européenne à l'Ukraine, eh bien tout cela, ce n'est que du bavardage, parce qu'ils ne peuvent rien faire et qu'il n'y a plus de moyens. Donc si ça commence à sortir dans la presse anglo-saxonne, ça veut dire que, comme pour Viktor Orban, eh bien il y a des gens qui aujourd'hui ont compris ce qui se passait et savent qu'il est temps de mettre fin à cette aventure qui a totalement échoué. Tant pis pour l'OTAN, tant pis pour l'Union européenne. Je reviens rapidement sur la semaine politique en France. Donc comme on s'y attendait, François Bayrou s'est fait dégager par le Parlement. Emmanuel Macron a quasiment immédiatement nommé son successeur, donc le dernier des fidèles, le dernier des loyaux vis-à-vis du macronisme radical, c'est-à-dire Sébastien Lecornu, ancien ministre de la Défense, d'ailleurs particulièrement belliciste. On s'en souvient, hein, c'est lui qui avait fixé la ligne rouge à la Russie, c'est-à-dire la ligne rouge, c'est on ne démilitarisera pas l'Ukraine. Enfin, c'est ce qu'il voudrait, évidemment, que l'Ukraine va être démilitarisée, mais encore une fois, autant du côté russe, on n'a jamais mis de ligne rouge, contrairement à ce qui a été raconté, on n'a jamais dit qu'on gagnerait la guerre en 3 jours. En revanche, des lignes rouges, évidemment, il y en a qui ont été mises par les Occidentaux, et celle de Lecornu, qui a été reprise ensuite par Emmanuel Macron, par d'autres acteurs dans le camp de l'Occident collectif, eh bien, c'est cette démilitarisation de l'Ukraine. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur son gouvernement? Est-ce qu'il va se faire le fer de lance de la russophobie et de cette volonté à tout prix de continuer la guerre, même si on sait pertinemment qu'elle est perdue? Il est trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il va avoir d'autres chats à fouetter. Il paraît que c'est pas le plus stupide de la bande, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qu'il faut surtout qu'il fasse, c'est qu'il arrive à trouver un accord avec le Parlement pour faire voter un budget qui soit réellement réformateur, c'est-à-dire où on s'attaque à la dépense de l'État, non pas à la politique sociale, mais aux dépenses de l'État, comme l'explique très bien Marc Touati. C'est là qu'il faut aller chercher le gras, et Dieu sait qui en a. Pour ce qui est de la journée de blocage du 10 septembre, on s'attendait à quelque chose de mauvais et finalement on a même encore été déçus. C'est-à-dire que c'était vraiment nul. Donc essentiellement des enfants ou des post-ados punk à chiens qui défilaient. Absolument, contrairement aux Gilets jaunes, ça avait été très bien analysé par Yannick Jaffray, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, eux, visaient la tête. C'était le palais de l'Élysée, il fallait absolument contraindre l'État en fait à se soumettre à la volonté du peuple. Là, pas du tout. On est allé prendre d'assaut la gare de Lyon. On ne voit pas à quoi ça va servir, hein, d'empêcher les gens d'aller travailler. Et finalement, c'était une manifestation de parasites contre les producteurs. Donc exactement le contraire des Gilets jaunes, et en plus soutenu par le parasite d'en haut qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, malheureusement ce ne sera pas un nouveau Gilet jaune, mais ça peut revenir. Je pense qu'au contraire, on a plutôt assisté à un spectacle coordonné entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le plus lamentable, ça a été des écoliers qui sont venus déverser des poubelles devant leur propre école. Qu'est-ce que c'est que cet acte politique? Non, là où ça se passe, là où les Gilets jaunes étaient forts, c'était devant le palais de l'Élysée, et il faudrait aussi s'orienter vers les préfectures, manifester bien sûr légalement devant les préfectures pour bien montrer que l'ennemi c'est l'État. Aujourd'hui, en France, l'ennemi c'est l'État. Et je pense aussi qu'il aurait fallu faire comme nous l'avions fait, d'ailleurs j'y avais participé, manifester devant BFM TV, devant LCI, devant tout ce qui est les piliers du régime, devant le palais de justice, puisque évidemment les juges rouges sont là pour faire respecter l'ordre bourgeois, et au prix de condamnations, on l'a vu notamment au moment des Gilets jaunes, tout à fait disproportionnées.
tandis que les grands criminels sont en liberté. Voilà, donc une semaine pour rien, mais bon, c'est pas trop grave, on va voir. Et l'ultime rendez-vous de la semaine, ce sera la baisse de la note française ou pas par l'agence Fitch. Je rappelle que si jamais la note est baissée, dans ce cas, la dette française sera beaucoup plus chère à vendre pour nous. Donc ce serait une très mauvaise opération. Il y a des raisons pour lesquelles l'agence peut ne pas le faire. La première chose, c'est que la France, l'avantage, c'est que c'est une dictature en fait, donc notamment le fisc a tous les pouvoirs et c'est pas comme la Grèce. La Grèce, personne ne payait d'impôts et il y avait aucune structure fiscale qui était capable de le faire rentrer. Là, nous, au contraire, ils vont chercher partout où il y a moyen, ils vont vous embêter jusque dans le dernier des détails de vos déclarations d'impôts et ça plaît aux créanciers de la France. Il y a encore une fois, cette union en fait entre la gauche bourgeoise socialiste et le grand fric qui prête de l'argent à la France. C'était comme ça dès le début, dès la Révolution française. Donc rien de nouveau sous le soleil. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que peut-être que le Cornu a négocié avec les agents de notation en leur disant je vais vous faire un vrai budget de réforme, on va taper dans la dépense de l'État, on va faire ce que... En gros, les mesures qu'il faut prendre, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est très simple. Il faut prendre les mesures que Vladimir Poutine a prises en 2000 pour réformer l'économie russe, pour en faire une véritable économie de marché. Voilà. C'est ce que voulait faire François Fillon en 2017. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Ce qu'il faut faire, on le sait. Et la troisième raison pour laquelle les agences, d'ailleurs jusque-là, hésitent, c'est que un effondrement de la dette française, enfin un effondrement de la notation, ça aurait un impact bien sûr sur l'économie française, mais il y aurait personne qui pourrait voler à son secours. C'est pas comme la Grèce, c'est tellement énorme, et la dette est tellement énorme, et le PIB est tellement énorme que personne ne pourra voler au secours de la France. Donc ça aura des conséquences catastrophiques sur la zone euro. Alors, ce serait peut-être pas une mauvaise chose, finalement. Peut-être que malgré nous, c'est nous qui allons libérer les économies européennes qui sont emprisonnées dans la zone euro, de cette même zone euro. À voir. En tout cas, voilà. En tout cas, on est dans l'attente. Si c'est pas ce mois-ci, ça arrivera de toute manière. À moins qu'il y ait des réformes fondamentales qui soient faites, entreprises, par le Cornu ou son successeur, la France est vouée à être considérée comme un pays du tiers-monde avec une économie du tiers-monde qui ne produit rien. Économie maintenant, et bien sûr, investissez en Russie. J'ai encore eu le plaisir de déjeuner avec les nouveaux investisseurs, dirons-nous, à Moscou. Donc c'était très très sympathique. Donc, il y a encore toute une fournée qui arrive la semaine prochaine. Donc allez voir en description, vous avez tous les services qui vous sont proposés. Et vous avez, le directeur général a décidé de donner une réduction si vous mettez Stratpol, donc moins 15%, d'ici la fin du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, allez voir encore une fois en description de cette vidéo. Aéronautique russe, on vous en a parlé depuis des années sur Stratpol, bien entendu, mais on vous en parle beaucoup depuis 2022, puisque comme vous le savez, l'exportation de pièces détachées, ou bien sûr d'avions de Boeing ou de Airbus, a été interdite dès le début de l'opération militaire spéciale, et donc ce qui a poussé les Russes à accélérer d'une part la russification des avions qui existent déjà, c'était le cas du Superjet 100, donc qui était notamment motorisé par le français Snecma. Donc le Superjet 100 a été certifié et ce à quoi nous avons assisté cette semaine, c'est au premier vol du premier de série. Désormais, le Superjet 100 New est rentré en production de série avec le moteur PD-08 russe. Donc c'est une excellente nouvelle puisque encore une fois les objectifs de russification de la flotte aérienne russe civile sont très 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 importants. Le Michoustine, le Premier ministre, a fixé qu'il devrait y avoir 600 avions produits d'ici 2030. Je ne sais pas si la Russie va y arriver, mais je pense qu'elle sera pas loin. D'autant plus que, je rappelle qu'il y a également le MS-21 qui, lui, va commencer à être produit en série à la fin de l'année 2026. Donc lui, c'est le remplaçant de l'Airbus A320 et de ses déclinaisons, du Boeing 747, et il est alors totalement russe, totalement russisé, et il a notamment les moteurs PD-14, qui pourraient d'ailleurs intéresser les Chinois, puisque vous savez qu'avec les sanctions qui ont été prises, et aujourd'hui le C919 chinois n'a plus de moteur. Or, il y a 4 pays qui savent faire des moteurs d'avions civils, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Russie. Donc j'en avais parlé à l'époque que peut-être que les Chinois se tourneraient vers la Russie. A priori, des négociations sont déjà en cours. Ça supposerait que la Russie soit capable de développer une capacité de production énorme. Donc ça serait forcément financé ça par la Chine. Je ne pense pas que les Russes acceptent un transfert de technologie vers la Chine, donc ça voudrait dire que ce serait produit en Russie.
En tout cas, aujourd'hui, les Chinois, finalement, n'ont pas trop le choix, et c'est une fois de plus la politique qui est menée, erratique, qui est menée par Washington, et notamment ces derniers temps par Trump, qui risque d'avoir exactement le contraire de l'objectif cherché. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et à cette occasion, donc le patron de Rostec, donc Rostec, c'est un espèce de monstre étatique russe, à l'intérieur desquels il y a toute la production, quasiment toute la production militaire industrielle, pas complètement, mais quasiment tout ce qui est production d'avions de guerre, avions civils, notamment le conglomérat OAK, tout ça dépend de Rostec. Et Chemezov, donc qui est le patron de cette structure, a dit que finalement la Russie était le seul pays au monde capable de produire en totalité un avion civil, sans faire appel à aucun sous-contractant. Et c'était très intéressant d'ailleurs le discours qu'a fait Chemezov, parce qu'il expliquait que finalement on est revenu à ce qu'on faisait à l'époque soviétique. À l'époque soviétique, on n'avait pas le choix, on fabriquait tout nous-mêmes. Et puis en plus, on n'avait pas la tentation d'aller chercher en Chine des sous-ensembles électroniques, des choses compliquées comme ça, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque en Chine. Et c'est également le sens de ce qu'a dit Vladimir Poutine, donc dans sa visite à Samara, à Mantourov, qui est le ministre de l'Industrie, que la Russie devait non seulement fournir son marché intérieur en moteur, mais également les marchés extérieurs. Donc voilà, les choses vont dans le bon sens. Et enfin, pour finir sur l'aéronautique, eh bien, les premiers tests du moteur pour les futurs longs courriers, donc je crois que ça correspond au Boeing 777 ou l'Airbus A380, eh bien donc les PD35, les tests continuent et que ça en prend le bon chemin. Donc pour ça, tout va bien. Et ultime nouvelle, j'ai fait en oublier une, c'est que le deuxième Tupolev 214, donc qui est un des 4 avions qui doit être produit par la Russie en quantité d'ici 2030. Donc là, c'est un avion qui existait déjà, mais qui avait été abandonné, et qui a été repris et amélioré. La cabine à 3, l'équipage de 3 est passé à 2. Bon, pas mal de modernisation. Eh bien, il y en a déjà un qui a été livré, qui fonctionne bien, et il y en a un deuxième qui vient d'être livré à la compagnie low cost Red Wings. Donc tout ça prend vraiment le bon chemin. Et encore une fois, tout ça, c'est grâce aux sanctions. Sans les sanctions, ça n'aurait pas été possible. Donc merci encore pour les sanctions. N'hésitez pas à remettre le 19e, 20e, 21e, 35e paquet de sanctions. Ça marche très très bien pour l'hyper-industrialisation russe. On l'a vu, l'Union européenne augmente régulièrement ses importations d'hydrocarbures russes, soit directement quand c'est du gaz, soit du pétrole transformé, quand par exemple on achète le carburant à l'Inde. Mais ce n'est pas tout. L'Union européenne a également augmenté ses importations d'acier par rapport au premier semestre 2028. Alors selon GMK Center, les Russes lui ont vendu 9,5 millions de tonnes, soit 2,7% de plus que l'année dernière, pour 1,22 milliard d'euros. Les principaux importateurs sont la Belgique, l'Italie, la Tchéquie et le Danemark. Merci à tous ces pays de permettre à la Russie de continuer à mener sa guerre de libération sur le territoire ukrainien. Nous parlions à l'instant du fait que les sanctions contre la Russie et finalement les taxes contre la Chine par les États-Unis ont forcé les deux pays à se rapprocher. C'était déjà, ils demandaient que ça d'ailleurs, et c'est également le cas maintenant dans le domaine de l'accès aux financements internationaux, puisque les grandes compagnies énergétiques russes ne peuvent plus se financer. Et d'après la presse américaine, le Financial Times, je crois, eh bien, ce qu'on appelle les panda bonds, c'est-à-dire le fait de pouvoir, pour ces grandes sociétés énergétiques russes, d'aller lever de l'argent en yuan en Chine, devrait être rendu possible dans les mois qui viennent. C'est ce dont il est question. Et là encore, évidemment, ce serait un nouveau moyen de rapprocher les deux grands. En attendant ces panda bonds, les Chinois et les Russes continuent bien sûr le commerce, et notamment le commerce de gaz, puisque comme nous l'avions annoncé sur Stratpol, eh bien, on a déjà eu 2 premiers de méthaniers russes qui venaient de Arctic LNG, donc qui est sous sanction américaine, et qui jusque-là ne trouvaient nulle part où décharger leur cargaison de gaz liquéfié. Eh bien, là, ça continue. Un 3e méthanier est arrivé, a accosté et a livré sa cargaison à la Chine. Donc ça veut dire que là aussi les Chinois n'en ont plus absolument rien à faire des sanctions américaines en ce qui concerne les méthaniers. Et ça confirme l'échec complet de la politique de sanctions de Biden contre la Russie, ça n'a pas marché, et de taxes de Donald Trump contre la Chine.
Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais réagi à un post qui expliquait que la Russie tout allait mal parce que les inégalités étaient bien pires que par exemple en France. Donc déjà, quand on parle des inégalités, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit pauvre. Le problème en Russie, c'est pas les inégalités, pas plus qu'en France. Le problème, c'est la pauvreté. C'est pas grave que votre voisin gagne 50 000 euros par mois si vous-même vous en gagnez 10 000. Voilà. C'est un peu le principe. Donc ça c'est la pensée, je vais dire, économique conservatrice. Alors que la pensée de gauche économique, ça consiste à dire on va prendre à celui qui a un peu plus que l'autre pour qu'il soit aussi pauvre que celui qui n'a pas grand-chose. Voilà, c'était le principe qui a dominé en URSS et qui d'ailleurs aujourd'hui est en train de dominer en France. Hein, le discours économique, pour l'instant, on n'est toujours pas sorti du turbo-socialisme, comme dirait Laurent Nicolas. Donc j'avais réagi en montrant que, en plus, les comparatifs qui sont donnés entre, par exemple, l'économie russe et l'économie française sont souvent absolument pas explicites dans la mesure où il faut parler de parité de pouvoir d'achat. Comme j'ai dit la semaine dernière, il y a l'essence 95 est 3 fois moins cher en Russie qu'en France. Et il y a aussi un autre aspect donc, que j'avais cité en répondant à ce post, c'est le taux de propriété. Et donc j'avais annoncé un taux de propriété en Russie de 92%. 92% des Russes possèdent leur logement contre un taux autour de 64, je crois, pour la France. Et ça joue parce que quand sur vos, je sais pas, 3 000 euros de salaire, vous devez en sortir entre 25% et un tiers pour payer votre loyer, eh bien, forcément, votre pouvoir d'achat en souffre. Or, quand vous êtes propriétaire, même si c'est d'un logement qui n'est pas très somptueux, eh bien, ça vous épargne déjà cette inquiétude. Et puis, de toute manière, d'avoir un toit sur la tête, j'en ai fait l'expérience quand j'ai acheté mon premier appartement. Évidemment, ça change votre perspective de la vie. Vous pensez à vous marier, vous pensez à des tas de choses qui vous faisaient peur lorsque vous ne l'aviez pas. Donc c'était quelque chose d'extrêmement important. Et donc j'ai cherché quand même, je voulais trouver sur Internet un institut dont on ne puisse pas accuser qu'il soit évidemment un agent du Kremlin. Et j'ai trouvé, c'est aux États-Unis, qui s'appelle le World Population Review. Je pense que d'ailleurs les données que j'avais venaient de là. Et donc d'après les chiffres de cet institut américain, 89% des Russes en 2018, donc je pense que mon 92% en 2025 est réalisé, possèdent leur appartement, leur dacha, leur maison, tandis que du côté français, c'est 64,7. Donc ça aussi, ça montre qu'il y a un véritable décalage en fait dans la richesse chez les Russes par rapport aux Français, qui est à l'avantage des Russes. Et ça nous fait réfléchir, si un jour les nationaux conservateurs arrivent au pouvoir en France, de permettre cet accès à la propriété à tous les Français. La propriété, c'est la liberté. C'est ce qui, encore une fois, vous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Voilà, je voulais amener ça à votre réflexion. Et puis, dernière nouvelle économique. Alors, vous le saviez, il y a eu le forum économique de l'extrême-orient russe et de l'Arctique à Vladivostok la semaine dernière. On en a parlé sur cette chaîne. Et il y a eu un des conseillers économiques de Vladimir Poutine qui a pris la parole. Il s'appelle Anton Kobiakov. Et il a dit 2 choses extrêmement importantes que nous avions également abordées. C'est-à-dire que les stablecoins, alors pour les néophytes, en fait, vous avez... d'un côté, vous avez en gros le Bitcoin, donc qui est hors de contrôle. En fait, la seule chose qui peut faire varier le Bitcoin, c'est si on achète ou si on en vend. Et finalement, c'est de la pure économie de marché, puisque plus il y en a qui en achètent, plus la valeur monte, moins il y en a, plus elle baisse. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Donc là, je vous renvoie encore une fois aux travaux de Laurent Nicolas, qui à mon avis est le plus compétent dans ce domaine. Et donc, vous avez donc ce Bitcoin qui pourrait à terme devenir une solution de paiement international. Ça l'est déjà pour la Russie, c'est légal de faire du commerce à l'international en utilisant le Bitcoin. Mais évidemment, le Bitcoin, c'est pour l'instant encore assez volatile. De moins en moins parce que le volume, encore une fois, des acheteurs, des utilisateurs augmente, mais ça peut encore très, très volatile. Alors, d'autres entités, alors cette fois des entités qui sont connues, ont créé des stablecoins, c'est-à-dire une monnaie, une crypto-monnaie qui est basée sur un actif réel, qui est censé être réel. Pour simplifier, par exemple, vous dites, voilà, j'ai 1000 Stratpolcoin, ça correspond à $1000 que j'ai là, voilà, ou alors en lingots d'or. Et donc, quand vous utilisez un Stratpolcoin, eh bien, la valeur existe. C'est pas quelque chose de fictif. Ça dépend pas de l'offre et de la demande. Il y a un actif réel derrière. Et c'est évidemment très pratique. En gros, la valeur correspond à celle du dollar.
Mais ce dont a parlé donc ce conseiller de Vladimir Poutine, c'est que en fait, les stablecoins sont adossés à la dette américaine. C'est-à-dire qu'un moyen pour Washington de recycler sa dette de 30 000 milliards de dollars, eh bien, c'est finalement de la faire acheter à des gens naïfs qui vont acheter et surtout thésauriser du stablecoin. Si vous utilisez l'USDT, par exemple, pour faire un transfert à votre client ou à vos amis ou à vos parents, c'est pas grave. Si une fois que vous l'avez reçu, vous le retransformez soit en monnaie fiduciaire, soit en bitcoin, pourquoi pas. Dans ce cas, il y a absolument aucun problème. Mais si jamais vous thésaurisez avec, là, vous risquez tout d'un coup de vous faire avoir par l'État américain. C'est ce que dit d'ailleurs donc ce conseiller de Vladimir Poutine, et puisque la monnaie va être facilement dévaluée. Et donc, vous aviez 1000 USDT, vous pensiez que ça valait 1000 dollars, et finalement, ça va valoir beaucoup moins. Donc ça, c'est intéressant, la première remarque qu'il a faite. Et la deuxième remarque qu'il a faite, c'est que non seulement l'Europe ne pèsera plus ni dans le domaine de l'industrie, ni dans le domaine de la finance, de la recherche, etc., mais même en tant que quantité consommatrice. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la force de Donald Trump est en quelque sorte la force de l'Union européenne, c'est que c'est des gros consommateurs. Même s'ils empruntent, y compris auprès des gens qui leur vendent des produits pour consommer, malgré tout, c'est un marché de consommation qui est quelque chose de significatif. Et ce que pense cette analyse, je pense qu'il a raison, c'est que si ça continue comme ça, eh bien, l'Europe ne représentera plus d'intérêt en tant que marché de consommation. Технологии себе забрали китайцы и корейцы. В этой схеме лет через 5 Западная Европа вообще не нужна будет. Даже как рынок сбыта. Et ça, c'est extrêmement grave. Si jamais on ne se ressaisit pas, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Politico-diplomatique. Maintenant, je fais un point rapide sur ce qui se passe en Indonésie. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous savez que l'Indonésie est un pays qui compte pour moi, et donc il y a eu des émeutes, et la question est peut-être de savoir qui est responsable de ces émeutes. Alors, je vous recommande une vidéo que j'ai écoutée avec intérêt, qui m'était recommandée par mes amis indonésiens ou qui vivent en Indonésie, et qui explique que vraisemblablement c'est une révolution colorée qui a été activée par Washington, par les CIA, par la NED. Parce que, eh bien, l'Indonésie, comme vous le savez, est devenue membre officiel des BRICS de plein pied et a refusé de prendre des sanctions contre la Chine, a refusé d'obéir à Washington, tout comme l'Inde d'ailleurs. Donc, en fait, ces émeutes sont une punition et dans leur déroulement, effectivement, on retrouve beaucoup de choses, d'éléments qu'on observe dans les révolutions colorées, nous qui la suivons depuis la première qui a eu lieu en Géorgie. On peut même faire remonter à la chute de Milosevic à Belgrade. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'ils ont choisi une couleur. C'est des manifestants très jeunes, comme ce qu'on a vu le mercredi 10 septembre en France. Donc très jeunes, donc facilement manipulables, hein, et également donc avec toute une mise en scène, toujours l'image de la personne seule avec son bâton face à des nuées de forces de l'ordre, etc., etc. Donc c'est une opération de manipulation des foules organisée par Washington, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai parlé avec mes amis, ils sont sereins. Ils pensent que les Indonésiens ne se feront pas avoir. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'opération de déstabilisation par les États-Unis. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, eh bien, a priori, elle est doublée en français. Donc, même ceux qui parlent pas français peuvent la regarder. Eh bien, vous verrez que c'est assez explicite. Donc, voilà un peu un point de situation. Pas de panique. Sanctions toujours, et l'impact bien sûr sur le politico-diplomatique. L'Union européenne est sans arrêt en train de demander à Washington de mettre des sanctions. Alors, on ne sait pas trop quel genre de sanctions, parce que on sait que sanctions directes contre la Russie, pour Washington, c'est pas possible. Et les Américains ont besoin de ce qu'ils payent à la Russie. Si jamais ils mettent 50% de sanctions sur l'uranium, sur l'engrais, ou sur le titane, c'est le client final américain qui va le payer. Donc les Russes baisseront pas leur prix, donc ça n'aura pas d'impact. Donc ces sanctions directes contre la Russie, ça ne sert absolument à rien. Donc l'idée, c'était des sanctions secondaires. Mais en réalité, des sanctions secondaires, elles sont déjà là. Donc soit Washington a finalement renoncé. On le voit avec la Chine, donc finalement la Chine continue à commercer avec la Russie comme si de rien n'était, parce que Washington est bien plus dépendant de Pékin que l'inverse, soit comme l'Inde, eh bien, on a envoyé balader Donald Trump, et
des taxes ont été mises sur les produits indiens, donc à hauteur de 50%. Donc, elles y sont déjà. Donc ces fameuses sanctions secondaires, c'est ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire qu'elles ne frappent pas directement la Russie, mais elles frappent les pays qui commercent avec la Russie, notamment ces hydrocarbures. Eh bien, ces sanctions secondaires, elles sont déjà en place, elles ne marchent pas. Mais cela dit, les Européens, enfin l'Union européenne continue à demander plus de sanctions, et la réponse de Donald Trump a été très subtile, puisqu'il a dit commencez par renoncer totalement aux hydrocarbures russes, ce qui est impossible, notamment pour le gaz, et après nous on mettra des sanctions. Ce qui est une manière de dire que Donald Trump ne veut pas mettre de sanctions et que vraisemblablement il n'y en aura pas, à moins d'un soubresaut encore erratique de Donald Trump. Mais là, je pense que vraiment le désengagement du problème ukrainien est enclenché de la part de l'administration américaine. J'ai bien aimé également l'excellent vice-président américain qui j'espère sera son successeur à Donald Trump, J.D. Vance, qui a fait une déclaration très précise sur finalement la nature des négociations entre la Russie et ce qui reste de l'Ukraine. Et il a dit, les Russes veulent 6000 m² de territoire ukrainien qu'ils n'occupent pas encore. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas question de geler la ligne de front, d'une solution à la coréenne. Ça, tout le monde a bien compris que ça... Enfin, tout le monde... Vance, lui en tout cas, a bien compris que ça n'aurait pas lieu. Et de l'autre côté, ce qu'il dit, c'est qu'en échange, ce qu'il laisse entendre, les Ukrainiens veulent des garanties de sécurité. Donc ça, j'ai trouvé la manière dont il présentait les buts de guerre de part et d'autre tout à fait intéressant. Et ça correspondrait presque à ce qu'on a observé dans une dernière déclaration de Zelensky, que j'ai relaté sur mon compte Twitter, là encore, allez voir, où Zelensky explique que de toute manière, les Russes n'auront pas gagné tant qu'ils ne comprendront pas toute l'Ukraine. Donc ça, c'était le mythe qui était daté depuis le début de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire que les Russes voulaient envahir toute l'Ukraine, y compris l'ouest de l'Ukraine, où les gens haïssent les Russes. Donc, et les Russes n'en veulent pas, en plus c'est la partie la plus pauvre, la plus arriérée, les Russes n'en veulent absolument pas. Ce qui les intéresse, c'est certain, c'est la Nouvelle-Russie, et l'Ukraine centrale, parce que ça aussi, c'est des terres russes. Encore une fois, je rappelle que l'arrière-grand-père de Piotr Tolstoï était maire de Kiev. Voilà. Ne l'oublions pas. Donc voilà un peu la situation. Mais cela dit, c'était le narratif que nous avions annoncé dès 2022, au moment où les Otanoukéviens perdraient la guerre. Ce qu'on va nous expliquer, c'est oui, mais les Russes, ils voulaient toute l'Ukraine, et finalement, ils ont pris que la Nouvelle-Russie. Donc là, encore une fois, faut s'imaginer que les Russes voulaient l'ouest de l'Ukraine, il faut vraiment être stupide. Et à la limite, si les Russes étaient purement, je dirais, pragmatiques, ils s'embêteraient pas avec le centre de l'Ukraine. Ils prendraient l'accès à la mer, tout ce qui est la Nouvelle-Russie, encore une fois, cette circonscription administrative, dirigée d'ailleurs par le duc de Richelieu, quand elle a été créée par la Grande Catherine, donc qui part d'Odessa et qui remonte plus ou moins jusqu'à Kharkov. Voilà un peu, donc on voit que du côté américain, on a compris l'enjeu, on a compris que Kiev, tôt ou tard, devra donner les territoires de Kherson, de Zaporozhye, et de Donetsk si les Russes ne les ont pas déjà pris d'ici là. Donc ça, c'est quand même une chose qui est extrêmement importante. Dernière nouvelle politico-diplomatique, je ne vais pas en parler très longtemps parce que là, je pense qu'il faut plutôt aller voir du côté de Youssef Indy et de son excellente chronique, et puis qui sera en plus notre invité vendredi soir sur RT en français sur l'émission Ici Moscou. Donc on va parler, c'est Netanyahou hors de contrôle. Donc Netanyahou, comme vous le savez, a bombardé Doha, la capitale du Qatar. Alors, il faut savoir que le Qatar, en fait, c'est un émirat qui a été utilisé par notamment le département d'État américain depuis longtemps pour pouvoir négocier avec des groupes qui ne sont pas reconnus. C'était le cas, c'est toujours le cas d'ailleurs avec les talibans, et c'est le cas avec le Hamas. Donc là, il y avait une délégation du Hamas qui était là pour les négociations, et Netanyahou essayait de les tuer en bombardant donc le centre, la capitale, ce qui est complètement dingue, et ce qui suppose donc que plusieurs pays arabes qui sont entre Israël et le Qatar, eh bien leur espace aérien a été violé par Israël. Donc ça peut être la Jordanie. Bon, la Jordanie c'est un peu le paillasson de la région, donc Israël lui passe dessus régulièrement. Mais ça peut être l'Irak, ça peut être l'Arabie Saoudite. Donc évidemment, tout le monde est furieux. Le ministre des Affaires étrangères qatari a dit qu'il fallait envoyer Netanyahou en prison. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on est en phase d'accélération. La direction de Trump a été assez pitoyable de dire oui, en fait, on était au courant, mais en fait, on le savait pas vraiment, mais on a prévenu les Qataris, mais c'était trop tard. Bon, bref, il va falloir à un moment ou à un autre que Donald Trump règle le problème de Netanyahou.
Sinon, ça va contribuer à discréditer toute sa politique, non seulement au Moyen-Orient, mais là, c'est le monde entier qui a vu ce truc incroyable du Qatar, qui en plus, le Qatar qui, à mon avis, aurait été prêt tôt ou tard de rejoindre les accords d'Abraham. Finalement, tout ça est remis en cause. Maintenant, ils sont, Netanyahou les a mis dans un corner, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet à suivre. Et évidemment, le meilleur spécialiste, vous savez qui c'est Youssef Indy. Donc encore une fois, allez voir sa chronique. Terrorisme maintenant, je voudrais rapidement parler donc des 2 meurtres qui ont eu lieu. Alors en fait, le premier meurtre, c'est celui de cette réfugiée ukrainienne Irina Zarutska, qui a été tuée le 23 août dernier, la date de son anniversaire en plus. Et les vidéos de son assassinat dans un tramway par un détraqué multirécidiviste noir ont fini par être publiées vendredi dernier. Et après avoir tué gratuitement cette pauvre fille, donc la vidéo est tout simplement épouvantable, eh bien, il a déclaré qu'il s'était fait une blanche. Donc ça, c'est quand même à mon avis un point important parce que toute la gauche, que ce soit la gauche américaine ou la gauche française, prétend qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Et en fait, si. Et non seulement il existe, mais il est le produit de l'antiracisme, notamment de ce qu'on a vu avec les Black Lives Matter. Le fait que aujourd'hui, quand vous êtes blanc, on vous demande des comptes sur l'esclavage qui a été exercé par des blancs il y a 200 ans. Et c'est tout l'antiracisme des années 80 où on vous expliquait que le français était né coupable, par aujourd'hui ceux qui soutiennent en plus Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy et Julien Drey. Donc toute cette culpabilisation qui a été faite contre les Blancs, que ce soit en France, aux États-Unis, voilà le résultat. C'est que vous avez des minorités qui ont été depuis importées, à qui on l'explique toute la journée que les Blancs sont des salopards. Voilà. Et donc évidemment, chez un détraqué comme ce multirécidiviste de 34 ans, ça donne ce genre de résultat. Voilà ce que je voulais souligner. Meurtre aux États-Unis toujours, assassinat d'un militant conservateur, famille traditionnelle, d'ailleurs lui-même jeune, il avait une petite trentaine, marié, 2 enfants, donc par un tireur d'élite, une distance de 200 mètres, je crois. Je n'ai pas encore tous les détails. Et donc, à l'heure qu'il est, a priori, le tueur a été plus ou moins identifié, le fusil retrouvé, mais on ne l'a toujours pas décelé. Et là aussi, encore une fois, c'est le fruit de la haine déversée sur les réseaux par la gauche. Parce qu'il y a une déshumanisation de l'adversaire, de la même manière qu'au moment du génocide vendéen, eh bien, tous les Vendéens, femmes, enfants, puisque les femmes d'ailleurs étaient, comme disait le comité de salut public, il fallait tuer les femmes car elles étaient le sillon reproducteur des bandits. On les appelait les bandits, on les déshumanisait, et une fois déshumanisés, eh bien, ils pouvaient être exterminés. C'est le mécanisme qui a été repris dans tous les génocides depuis le premier d'entre eux, c'est-à-dire le génocide vendéen. Par rapport à ces 2 assassinats, Donald Trump a immédiatement réagi, notamment parce que Elon Musk en a beaucoup parlé sur X, et donc en montrant, en exigeant la pire des peines pour ce détraqué et pour tous ceux qui étaient comme lui. Et il a également désigné sans ambages ceux qu'il juge responsables de l'assassinat donc de Charlie Kirk, c'est-à-dire la gauche, les démocrates. Donc le rôle du politique, comme disait Carl Schmitt, c'est de désigner l'ennemi, et là c'est ce qu'a fait Donald Trump, et c'est ce que nous essayons de faire également. D'ailleurs, je vous renvoie, encore une fois, et ce sont toujours dans le même sujet, au livre noir de la gauche française et la répression. Vous allez voir que la gauche américaine n'a rien inventé. Alors maintenant, un Sukhoi 27 ukrainien s'est écrasé dans la région de Zaporozhye sans qu'on sache si c'était encore une fois une panne ou un problème de formation du pilote, ou si c'était la DCA ou la chasse russe. Voilà, un de moins, c'est-à-dire que, mis à part l'opération toile d'araignée, les Ukrainiens qui utilisent très peu leurs jets, parce qu'ils en ont pas beaucoup, ont plus de pertes que les Russes qui les utilisent tous les jours, massivement, pour envoyer des bombes planantes. Donc ça aussi, c'est pas une bonne nouvelle pour l'état de l'armée otano-kievienne. Armement toujours, comme vous le savez, la guerre de haute intensité, c'est aussi une guerre d'usure, donc il faut détruire avec des armements pas chers, des armements qui coûtent cher, ou détruire des armements chers avec des armements qui coûtent pas cher. Et c'est ce qu'on a observé dans des équipes qui ont maintenant été mises au point pour essayer de se défendre contre les AN-196 Lyuté,
Donc c'est des drones à longue portée qui peuvent aller, on en a vu jusqu'à Samara, jusqu'à Engels, et qui peuvent transporter une charge explosive significative. Donc, ils sont notamment utilisés contre les raffineries, contre les infrastructures énergétiques russes. Et la question était comment faire pour protéger ces raffineries, ces infrastructures énergétiques. On en a parlé à plusieurs reprises. Déléguer au niveau de la raffinerie des systèmes de tir antiaérien, c'est très dangereux pour l'aviation civile. Et finalement, l'avantage, c'est que ces drones sont très lents. Et ce que les Russes ont trouvé, et encore une fois que l'on voit sur ces images, c'est des équipes avec des mitrailleuses, avec des fusils mitrailleurs qui tirent sur ces drones à basse altitude. Et ça marche très bien. D'après ce qui est dit dans cette vidéo, c'est qu'en une nuit, ils en ont abattu plusieurs dizaines. Donc finalement, et là aussi, c'est encore une fois, c'est rentable, parce que un drone comme ça coûte $200 000. Donc si c'est abattu par quelques rafales de mitrailleuses, évidemment, le rapport coût est au bénéfice des Russes. Empire du mensonge maintenant, il y en a plusieurs, ça fait beaucoup référence à la carte des opérations militaires. La première, c'est les Polonais ont accusé les Russes d'avoir envoyé 19 drones sur leur territoire. Donc, a priori, il y a bien eu 19 drones qui ont été envoyés, enfin, sans doute, et c'était tous des Gerber, c'est-à-dire les drones russes sans charge explosive. Ils sont là pour faire se dépenser la défense antiaérienne otano-kievienne, et comme ça, après, vous avez les Garan avec leurs 90 kg d'explosifs qui arrivent sur leur cible, et il n'y a plus de DCA pour les détruire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que précisément, ces drones qui ont été envoyés, c'est des drones qui sont pas dangereux. D'ailleurs, aucun dégât sérieux n'a été revendiqué. Et je me suis dit, avec d'autres, à un moment, c'est les Russes qui veulent montrer aux Polonais à quel point leur système de défense antiaérienne ne fonctionne pas. Puisque, d'ailleurs, c'était évoqué dans la presse, les Polonais ont, en gros, pour intercepter un drone qui coûte $10 000, ils ont fait décoller des F-16, des F-35, des hélicoptères, et ils ont tiré un missile de $400 000. Donc c'est pas très rentable. Donc c'était une démonstration de force russe. Et puis finalement, je ne pense pas, je vais vous dire pourquoi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces drones ont volé par-dessus la Biélorussie. Or, la Russie n'aurait pas... et les Biélorusses, d'ailleurs, le porte-parole de l'armée biélorusse a rendu compte qu'ils avaient d'ailleurs prévenu les Polonais qu'il y avait des drones qui arrivaient chez eux, et qu'eux-mêmes, on avait a priori abattu. Or, la Biélorussie est l'allié de la Russie. Je n'imagine pas que les Russes aient utilisé sans leur demander l'espace aérien pour envoyer des drones. La deuxième chose, c'est que précisément ces drones ne transportaient pas d'explosifs. Donc c'est des drones qui ont dû être récupérés, je pense, par les Ukrainiens, puisque ceux qui n'ont pas été détruits, une fois qu'il n'y a plus de carburant, le drone se pose. Donc il peut être réutilisé et envoyé, je pense que c'est ce qui a été fait par les Ukrainiens pour créer une crise avec la Pologne. Ils avaient déjà essayé de le faire en 2002, on se souvient. Et je pense d'ailleurs qu'il est fort possible que les Polonais soient au courant, en tout cas une partie du gouvernement polonais. On a vu la réaction du ministre des Affaires étrangères Sikorski, donc un russophobe de première, qui a dit c'est une catastrophe. Il a demandé l'emploi de l'article 4, c'est-à-dire que les pays de l'OTAN se réunissent. Bon, ça n'ira pas plus loin. Et puis surtout, on a appris dans Bloomberg qu'en gros, les Polonais, ils avaient demandé de l'argent pour que Nicolas, Helmut et Giuseppe payent le système de défense antiaérienne de la Pologne. Donc je pense que tout est autour de ça. La situation, en plus, est très mauvaise sur le front, on va le voir pour l'armée otano-kievienne. Donc il faut faire une diversion. C'était une diversion. Et contrairement à ce que je pensais au début, je ne pense que les Russes n'y sont absolument pour rien. Et cela se fait sur fond de pétitions, notamment en France, où alors vous voyez des militants pro-Zelensky qui demandent le signature d'une pétition pour Sky Free, c'est-à-dire le fait que l'OTAN intervienne pour abattre les drones qui sont envoyés par la Russie au-dessus du territoire ukrainien. Ce qui n'arrivera jamais, d'ailleurs. Vous pouvez aller signer cette pétition, ça ne pose aucun problème, tout le monde s'en fiche. Et donc en fait, c'est ça l'idée, en fait. C'est une manip, je pense, polono-ukrainienne, une polonaiserie, comme dirait un de mes amis, qui vise à obtenir une espèce de soutien de l'opinion publique, et puis bien sûr davantage de fonds pour permettre à l'Ukraine et la Pologne d'avoir une DCA convenable, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Fausse attaque en Pologne, également fausse attaque sur le bâtiment du gouvernement à Kiev. Alors ça aussi, on en a vu partout dans la presse, dans les médias de grand chemin, notamment française. C'est que le bâtiment du gouvernement ukrainien a été touché par un vecteur. Et les images montrent que c'est d'ailleurs vraisemblablement pas un missile Iskander ou même un drone Geran, puisque d'ailleurs sur l'image on voit le bâtiment qui est frappé et les missiles Iskander qui continuent tranquillement à se promener vers leur cible. Si ça avait été un Iskander, l'Iskander c'est entre 500 kg et 700 kg d'explosifs.
Donc le bâtiment, il y a la moitié du bâtiment qui aurait été pulvérisé. Le Guérin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 90 kg d'explosifs. Ça aurait fait très mal aussi. Donc évidemment que c'est une fois de plus la DCA ukrainienne qui a tiré un de ces missiles qui devait être en mauvais état, ou problème de formation, d'alcoolisme, que sais-je, et qui fait qu'ils ont tapé dans le bâtiment du gouvernement et que le régime de Kiev en a fait toute une histoire. Mais voilà, c'est certainement pas une attaque. Il y a aucun intérêt pour les Russes de frapper ni le ministère de la Défense, ni le gouvernement, ni la présidence, puisqu'évidemment que ces bâtiments sont a priori vides et que tout le monde est dans les bunkers. Ou alors il serait vraiment stupide. Voilà. Et en plus, je pense que Vladimir Poutine met un point d'honneur à pas faire précisément à Kiev ce que les Israéliens ont fait à Gaza. Troisième fausse attaque, c'est dans la région de Krasny Liman. Les Russes sont en train de s'approcher de la localité. Et là, les Otano-Kieviens ont accusé la Russie d'avoir bombardé la localité de Yarovaya à un moment où les retraités venaient percevoir leur pension. Le truc horrible, très utile d'ailleurs de la part des Russes de faire un truc pareil. Et donc, aimer les images qui ont été montrées montre que c'est absolument pas le cas. Ils ont accusé, donc les Russes ont envoyé une bombe planante. Une bombe planante, c'est 250 kilos d'explosifs. Et ils ont montré une espèce de petite cuvette, dont ça on devait croire que c'était l'impact d'une bombe planante. Donc évidemment, ça a été facile à démystifier, mais ça aussi, ça a été répété, amplifié dans tous les médias de grand chemin et les réseaux sociaux pro-Zelensky. Et puis enfin, le moment bunker. Das war ein Befehl! On le doit à Camille Moscou, donc c'est un compte X que je vous recommande. Écoutez ce que dit Kaja Kallas. The message to Russia is simple. The war is not winnable. Leave the battlefield and come to the table with Ukraine. When this happens, Russia must not be allowed to rearm and re-attack. Donc deux petites remarques. Bon, bien sûr, elle a la tête dans le bunker. Cette guerre ne peut pas être gagnée par les Russes. Si, elle va être gagnée. Elle est en train d'être gagnée et vous avez intérêt à vous dépêcher d'accepter les conditions russes. Sinon, Odessa aussi va y passer. Voilà. Donc ça c'est le côté bunker. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la position du Rassemblement national. C'est la position de Marine Le Pen, souvenez-vous, devant le Parlement français. C'est la position de Jordan Bardella, donc président du groupe RN au Parlement européen, et de son conseiller, qui est conseiller du RN sur les questions internationales, c'est dire le niveau, qui est un post-adolescent qui expliquait que au début du XIXe siècle, les Russes avaient russifié Odessa. Si, il a dit ça. Je vous assure. Donc voilà, donc ça monte un peu aussi le niveau du RN. Et pour l'instant, visiblement, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont sorti la tête du bunker pour reconnaître, comme Viktor Orban, que les Russes ont gagné la guerre et qu'il faut s'arrêter avant que l'Ukraine ne perde encore plus de territoire. Quelques considérations militaires très rapidement. On a vu ces vidéos donc d'une unité anglaise qui s'appelle le Royal Armoured Group, qui est en train de progresser comme au bon vieux temps derrière le char qui doit être un Challenger 2, donc qui a montré à quel point il était nul sur le champ de bataille ukrainien. Et en plus, on les voit agglutinés derrière, comme la plupart des armées faisaient pour se protéger derrière le char en avançant, alors que c'est le truc qu'il faut surtout plus faire maintenant. Et ça veut dire que l'armée anglaise n'a toujours pas compris que maintenant, les soldats, ils doivent pas être agglutinés derrière un char parce qu'il suffit qu'il y ait 3-4 drones qui leur tombent dessus, des drones à $5,000 et tout le monde est mort. Donc là aussi, c'est grave. J'espère que de notre côté, là, si vous avez des commentaires à faire là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup de militaires qui me suivent, j'espère que du côté français, on n'en est plus là, quoi. Et c'est assez affligeant quand on voit ça. Selon le général Syrski, l'armée russe dépasse en effectif l'armée ukrainienne entre 3 et 6 fois. Alors là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible ? Ils avaient une armée d'1 million d'hommes à l'été 2022 et ils n'ont eu que 60 000 pertes, je crois, selon Zelensky. Comment c'est possible ? Puisque les Russes, eux, doivent avoir à peu près, on estime, 800 000 hommes. Donc c'est-à-dire que ce piratage du ministère de la Défense ukrainien qui a annoncé qu'il y avait 1 700 000 morts et disparus dans l'armée ukrainienne serait vrai. D'ailleurs, ça n'a toujours pas été démenti par le ministère de la Défense kievien. Donc pour l'instant, on peut estimer que ce sont des chiffres corrects. Et nous voilà sur la carte des opérations militaires. Alors nous allons parler des frappes dans la profondeur. Bon, de manière générale, les Russes ont continué à frapper massivement. Ils ont même battu un nouveau record avec près de 850 drones. On va passer rapidement sur les fausses attaques russes. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc des drones qui auraient été lancés par la Russie dans cette région-là seraient passés pour arriver en limite de portée, puisque la portée c'est 700 km.
dans la région de Lublin, en Pologne, à cet endroit-là. Bon, comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas du tout. Je pense que ces drones ont été lancés sans doute de Tchernigov et qu'ils ont survolé la partie biélorusse pour arriver vers Lublin. J'ajouterais que je ne crois pas non plus à l'hypothèse de drones qui auraient été brouillés et qui auraient perdu leur chemin. Là, encore une fois, c'est vraisemblablement un coup monté polono-ukrainien. Deuxième bombardement, donc c'est sur le bâtiment du gouvernement de Kiev à cet endroit-là. Et le troisième fausse attaque, c'est à Yarova, à cet endroit-là. Vous voyez, les Russes, on va le voir, sont en train d'approcher de Liman, et donc ils auraient bombardé comme ça pour tuer des retraités. C'est du grand n'importe quoi, mais bon, évidemment, dans la presse des médias de grand chemin, ça passe sans problème. En revanche, les Russes ont bel et bien bombardé le pont de Kremenchuk, donc ça c'est extrêmement important, c'est un pont sur le Dniepr, et il n'y en a pas beaucoup, et donc comme on le voit, ils ont détruit le système qui permet au pont de se lever pour laisser passer les bateaux. Donc immédiatement ça a provoqué des embouteillages sur ce petit passage à cet endroit-là, et si les Russes commencent à faire ça, ça veut dire qu'ils se préparent quelque chose de plus vaste, sans doute, sur la rive gauche du Dniepr, voilà, et qui veulent sans doute gêner considérablement les mouvements logistiques vers la ligne de front. À suivre donc de ce côté-là. Plus grave en revanche, les Ukrainiens se sont remis à bombarder la centrale nucléaire d'Energodar. Donc la situation est assez préoccupante si on en croit l'AIEA. Et maintenant, on va s'attaquer à la ligne de front. Donc les Russes continuent à progresser. Ils ont progressé ici, mais je n'ai pas bougé la ligne de front parce que c'est pas énorme. Mais en tout cas, le front s'active. C'est pas parce que ça bouge pas beaucoup que les combats ne font pas rage. Là où ça bouge bien, en revanche, c'est dans la région de Dnepropetrovsk, sur le front sud du Donbass, puisque les Russes continuent leur progression. Comme on le voit, ils ont quasiment pris la localité de Ternovo. Ils viennent de s'emparer de Sosnovka, ici, à cet endroit-là. Donc toujours, le but, on le voit clairement, c'est d'avancer dans la direction de Zaporozhye pour couper Gouliapol de sa ligne logistique, et pourquoi plus tard, Orekhovo. Donc là, ça avance bien. Ici aussi, les Russes, a priori, contrôlent toute cette région le long de la rivière. J'attends les confirmations avant de le faire. Ils ont consolidé la prise de Filia ici, à cet endroit-là, et se dirigent vers Novopavlovka. Plus au nord, je n'aime pas trop, vous le savez, faire quartier par quartier, mais globalement, là, j'ai fait une petite mise à jour. D'après l'analyse de Yuri Podolaka, qui lui est très strict sur les avancements à la fois ukrainiens et russes, on va en reparler d'ailleurs au fur et à mesure. Donc voilà à peu près où on en est sur l'avancée russe. Comme on le voit, la principale route d'approvisionnement est quasiment sous le contrôle physique des forces russes. Peut-être que vous vous en souvenez, les Kieviens avaient annoncé qu'ils avaient réussi une percée foudroyante, qu'ils allaient faire un chaudron en perçant dans la direction de Mernoé. Ici, bon, tout ça en fait c'était une offensive TikTok, et le peu de force qui reste est en train de se faire encercler par les Russes, et les Russes continuent leur poussée vers Mirnograd et vers Pakrovsk par l'est. C'est pareil ici, les Russes ont nettoyé la localité de Liman à cet endroit-là. Plus au nord, là aussi, les Russes avancent, contrairement à ce qu'on nous avait raconté quand on regardait la carte, notamment des cartographes ukrainiens de Deep State. Il y avait des tas de chaudrons, de percées. Les Russes étaient isolés après leur percée d'il y a 2 semaines. En fait, c'est pas du tout le cas. Les Russes ont simplement, comme d'habitude, pris leur temps. Ils ont consolidé leur avancée pour pas se faire attaquer précisément sur les flancs. Et là, on voit la fleur est en train de bourgeonner. Donc, avancée, prise de la localité d'Ivanovka. Vilnoé devrait pas tarder à tomber, Stépé est tombé, Roubojné est tombé. Là, c'est la progression maximum des Russes, mais ça ne veut pas dire qu'ils tiennent physiquement l'endroit. Quand c'est une pointe comme ça, ça veut dire que c'est des unités de reconnaissance. Les Ukrainiens, au lieu de faire une percée, de faire un chaudron, c'est eux qui se sont fait chaudroniser dans cette zone-là. Et a priori, comme on le voit, en plus il y a une coupure humide à cet endroit-là. Pour en sortir, ça va leur coûter très cher si jamais ils arrivent à s'en sortir. Les Russes ont continué leur progression à partir donc de cette percée d'il y a 15 jours vers l'est pour là faire un encerclement, un vrai chaudron pour le coup, autour des localités de Toretsk, Sofiovka et Charkovo, ici, à cet endroit-là. Et ça avance bien. Donc là, c'est pareil. Non seulement il y a une possibilité d'avoir un gain opératif tout à fait significatif, mais aussi une grosse destruction du potentiel de l'armée otano-kievienne, ce qui est le but avant tout. Le but russe dans cette guerre, c'est la destruction du potentiel militaire otano-kievien.
Ici, d'après ce que dit Yuri Podolaka, j'ai reculé la ligne rouge parce que Clement Book ne serait pas tombé complètement, contrairement à ce qui avait été annoncé. Voilà. Et pour l'instant, sur Konstantinovka, ça n'avance pas beaucoup. Plus au nord, en revanche, là, c'est plutôt pas mal parce que les Russes, là aussi, ça n'avait pas bougé depuis des mois. Eh bien, les Russes se sont emparés de Markovo à cet endroit-là et on voit que, eh bien, ils se rapprochent de la forteresse de Kramatorsk. Hein. On n'est plus très loin. Et surtout à portée de drone. Donc on voit déjà les premiers drones faire une hécatombe sur les véhicules otano-kieviens dans la ville de Kramatorsk. Là aussi, comme j'avais dit, ça n'avait pas bougé pendant presque un an et les Russes se sont emparés de Fedorovka il n'y a pas longtemps et ils ont continué à nettoyer cette localité-là de Perejnoe. C'est les noms ukrainiens sur cette carte, c'est très moche, c'est imprononçable. Et donc également, ils ont consolidé leur position pour donner l'assaut sur la ville de Seversk, hein, qui est une forteresse, comme on le voit ici, une des dernières forteresses sur lesquelles les Russes ont buté depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et là, il semble qu'ils arrivent à en venir à bout. Donc le but, évidemment, c'est aussi, comme d'habitude maintenant, c'est d'encercler cette forteresse, qui est rendue d'autant plus facile, c'est que au nord de la rivière Donetsk, eh bien, le nettoyage des otano-kieviens, il y a notamment des azovtsés, eh bien, se poursuit et qu'ils n'y peuvent rien. A priori, les Russes seraient même rentrés dans Yampol. Là, ça nous renvoie à la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022. Là, on fait, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc là, c'est une excellente chose. La prise de Yampol est nécessaire pour en finir avec Krasny Liman. Et là aussi, on le voit, les Russes se sont a priori définitivement emparés et nettoyés Zarechnoe ici et continuent à avancer vers Liman. Ils sont juste à côté. Hein, la ligne de front se trouve à peu près à 6 km. Et une fois que les Russes se seront emparés de cette localité-là, ils pourront s'en servir comme base d'assaut. Hein. Les Russes sont en train d'avancer également dans la localité de Chandrigolovo, ici. Et d'après les renseignements qu'on a, aurait déjà commencé à pousser sans doute les unités de reconnaissance du côté de Korovoyar, à cet endroit-là. Ici, il y a toujours des combats, avec ce qui reste des unités Azov qui avaient essayé là aussi de faire une percée vers Novomikhailovka, vers Riktodoub, mais comme on l'a vu, eh bien, ça a complètement raté. Du côté de Kupiansk, alors là, j'ai mis l'avancée maximum telle qu'elle est donnée par les cartographes neutres, dirons-nous, notamment Military Summary. Mais selon Yuri Podolaka, l'armée russe n'a pas avancé aussi loin. Il considère que le commandement russe local a raconté des bobards au général Gerasimov. Donc voilà, je vous mets ça là, mais savoir que c'est pas forcément vrai. Enfin, dernière nouvelle, c'est plus au nord. Les Russes se sont définitivement emparés de Yunakovka à cet endroit-là. Bon, est-ce que ça va changer grand-chose? Non. La ligne de front ici, elle est stabilisée. De part et d'autre, on a récupéré des unités pour les envoyer plus au sud. Cela dit, si vraiment les Ukrainiens ont retiré trop d'unités à cet endroit-là, il n'est pas exclu que les Russes, comme d'habitude, à la Broussilov, se décident à lancer une petite offensive un petit peu musclée pour dérouter une partie des réserves otano-kieviennes. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le 11 septembre 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. C'est extrêmement important parce que, évidemment, X, avec Elon Musk, Telegram sont dans le collimateur. Pavel Durov, d'ailleurs, en plus, a pris parti pour les manifestants mercredi. Il était content que les opposants Emmanuel Macron utilisent Telegram pour communiquer entre eux, etc. Donc, c'est vrai que même si les manifestants n'étaient pas à la hauteur des Gilets jaunes, c'est bien qu'on dispose de cette plateforme pour communiquer, mais ça veut dire aussi que la pression par le régime français, par le régime de Bruxelles, sur ces structures, va être énorme. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à venir nous faire une petite visite en Russie avec Divergence Politique. 15% avec le code Stratpol ou avec le même code Stratpol pour suivre des cours de russe sur Logios Online. Voilà, je compte sur vous. En attendant, comme vous l'avez vu, les nouvelles sont dans la plupart des domaines excellentes. Donc, tenez bon, courage, on les aura.